Europe 1 Sport. Virginie Fulpin. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Europe 1 Sport. On est ensemble jusqu'à 23h, comme tous les soirs de la semaine. Vous le savez maintenant, demandez le programme. Jusqu'à 21h, une heure de football. On va surtout se pencher sur l'équipe de France, une Coupe du Monde à préparer, 2 matchs de Ligue des Nations dans la semaine. Et la crise à tous les étages. À chaque jour, son forfait, ses blessés. On fait quoi ? Les fonds de tiroir, comme dirait Raymond Domenech ? Kylian Mbappé, lui, a fait plier la Fédé sur la question des droits à l'image. L'attaquant est-il le patron du vestiaire, du foot français ou juste un soliste ? On va se demander aussi si c'est la fin d'une ère pour le foot français, avant d'aller en Espagne où l'affaire Vinicius nous montre que le racisme sévit toujours. Entre 21h et 22h, place à l'Omnisport. Une demi-heure de rugby avec nos consultants. On va évidemment évoquer les 3 ans de prison dont un ferme requis par le parquet national financier contre Bernard Laporte et Moed Altrad à 1 an de la Coupe du Monde en France. On se demandera aussi si on protège assez nos internationaux. Là aussi, il y a de nombreuses blessures chez les Bleus. Mais il y aura des sourires également avec le retour de Mathieu Bastaro sur les terrains et la jolie place de leader du top 14 de La Rochelle. Du tennis aussi au programme entre la Coupe Davis qui se meurt à petit feu et le dernier tour de piste de Roger Federer qui promet d'être plein d'émotions à Londres. Nous nous sommes tant aimés, ça pourrait être pour le Suisse aussi, mais ce soir c'est Brahim Asloum qui confie ses souvenirs à Jacques Vendroux. Et puis enfin de 22h à 23h, on reviendra au football. Et toujours à l'équipe de France, Naïsna, la Coupe du Monde 2002, l'ombre des échecs français est envahissante avant le mondial au Qatar. Et si c'était leur tour, quels joueurs peuvent tirer profit de cette semaine internationale ? On se demandera également s'il ne faut pas tout changer dans le foot français. Bienvenue à vous dans Europe 1 Sport, bienvenue aussi à nos invités. Juan José Dorado, qui est notre spécialiste du football espagnol, bonsoir. Buenas tardes. Patrick Juillard, que vous avez l'habitude d'entendre sur Europe 1. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Bon, Pauline Gamère, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir tout le monde. Et puis Claire Arnoux de Bein Sport, bonsoir. Bonsoir à tous. Et vous êtes tous avec nous jusqu'à 21h. Europe 1 Sport. Avec Virginie Fulpin. Alors une page foot d'1 heure parce qu'on a beaucoup de choses à dire en cette semaine internationale qui va voir les Bleus recevoir l'Autriche jeudi au Stade de France avant de se déplacer à Copenhague dimanche pour affronter le Danemark. C'est la Ligue des Nations. Ce sont aussi les 2 derniers matchs de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. On prépare le mondial ou on limite la casse en Ligue des Nations, Claire Arnoux ? Moi, je pense qu'on prépare la Coupe du Monde et plutôt bien. Alors, on arrive là, on a 2 mois, on a 60 jours, je crois, pile poil du début de la Coupe du Monde. On a eu le Covid, il y a eu le calendrier démentiel pour tous les joueurs. Il n'y aurait pas autant de forfaits, ce serait limite bizarre. On se dirait, je sais pas, il y aurait eu des joueurs bioniques peut-être. Là, ils sont ils sont tous forfaits. Enfin, les cadres sont beaucoup de forfaits, mais ça permet quand même aujourd'hui de pouvoir tester des joueurs qui seraient peut-être jamais titulaires ou très peu titulaires. On va voir ce que ça peut donner. Pourquoi pas pour Didier Deschamps d'avoir une équipe B qui peut se dessiner et faire des nouveaux tests et voir des nouveaux petits talents arriver. Je pense que même pour Mac Maignan, c'est quand même super parce qu'il va pouvoir être titulaire 2 fois. Alors Hugo Lloris, j'aime beaucoup et c'est un super gardien. Il a fait des super choses avec l'équipe de France. On le sait tous que Maignan, ça va être le gardien numéro 1 à un moment. Est-ce qu'il le sera pour la Coupe du Monde au Qatar ? C'est peut-être aussi dans ces 2 matchs-là qu'on va pouvoir voir ça. Et puis on parle souvent, excusez-moi de l'expression, de la chatte à Dédé. Moi, j'ai envie de penser qu'elle continue et que malgré les forfaits, il faut le prendre d'une manière positive. Les cadres, ils vont se reposer. Ça va leur laisser le temps de se requinquer, d'arriver à la Coupe du Monde hyper en forme. En tout cas, je l'espère. À part pour Paul Pogba, qui est un cas à part. Mais pour le reste, moi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va avoir 2 matchs, on va avoir des nouveaux qui vont arriver. Peut-être des nouvelles formations d'équipe aussi à tester. Parce que, le dernier match qu'on a vu face à la Suisse, c'était peut-être pas forcément ça, quoi. Avec les 3 défenseurs centraux, peut-être qu'on va tester un petit peu d'autres choses. Ouais, moi je suis pas inquiète. Je pense que c'est une bonne préparation. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas entendu autant d'optimisme autour de l'équipe de France. C'est là. Merci Claire Arnoux. C'est pour ça que vous l'avez invité. Franchement, ça fait du bien. Je sais que tous les 3 après vous allez dire que c'est catastrophique. Mais non, c'est pas catastrophique. Il y a plein de bonnes choses à tirer de ça.
Alors, vous parliez des cadres qui allaient peut-être pouvoir se reposer. Patrick Juillard, est-ce qu'il y a beaucoup de blessés? Est-ce qu'il y a aussi des blessures diplomatiques, des joueurs qui n'ont pas super envie de s'intéresser à cette Ligue des Nations et qui se disent qu'il vaut mieux se reposer avant la Coupe du Monde? Non, ça, je le prendrais même pas comme ça, moi. C'est-à-dire, il y en a peut-être un ou deux dans le tas si on va vraiment chercher au fond des choses. Et peut-être que si on devait jouer un match capital, déterminant, ils auraient peut-être fait un effort. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que Didier Deschamps a de gros problèmes devant lui. Parce que là, on ne parle pas d'équipe B, là, on parle parfois d'équipe C ou D avec les joueurs comme Truffert, que Deschamps ne pensait jamais convoquer, certainement. Il lui avait peut-être envoyé une ou deux préconvocations en position 60 sur la liste, et là, il se retrouve en position 20, 23 ou 25. Ouais, c'est ça qu'on appelle les fonds de tiroir, comme disait Raymond Domenech. Non, c'est pas gentil pour Truffert, qui est un très bon joueur et qui est un international espoir et un joueur d'avenir. Mais ça montre que Didier Deschamps est pris vraiment au dépourvu par ces cascades d'indisponibilité. Et là, moi, je pense au contraire qu'il va falloir sauver les meubles en Ligue des Nations, parce que, rappelons, ce serait pas grave tout ça si en juin et les mois précédents, l'équipe de France avait produit un contenu satisfaisant et eu des bons résultats. Or, c'est pas le cas. Sur l'année 2022, le bilan est très négatif, le contenu est très terne, voire inquiétant à certains postes. Il faut changer aussi des joueurs. Deschamps doit faire le nécessaire pour sauver les meubles en Ligue des Nations, et la préparation de la Coupe du Monde. De toute façon, tous ces joueurs, sans être désobligeants pour eux, ne joueront certainement pas si les titulaires reviennent avant le mondial, et ils sont là pour une mission commando sur 2 matchs. Deschamps ne pourra pas, à mon avis, tirer beaucoup d'enseignements. Moi, mon vrai souci, et je laisserai la parole à mes confrères et consoeurs, mon vrai souci, c'est que ce que Deschamps avait testé avec la défense à 3 axiaux, avec ses pistons qui ne sont pas vraiment des pistons, avec toutes ces tentatives d'accommoder les choses pour pouvoir mettre Benzema et Mbappé en pointe, c'est pas au point. On n'a pas les joueurs forcément pour. Et je pense pas que ce rassemblement où la moitié des titulaires, 5 des titulaires probables, si on prend les derniers 11 de Deschamps, sont absents, va beaucoup faire avancer le Schmilblick, comme on dit. Pauline Gamère, vent d'optimisme ou plutôt le pessimisme de Vous me Patrick connaissez, Juillard? Moi je crains beaucoup de choses en effet, d'autant plus que ça n'est pas des matchs amicaux qu'on joue, attention. C'est quand même une compétition, il ne faut pas oublier que l'équipe de France risque de descendre en 2e division, en Ligue B si je ne me trompe pas, et que ça a beaucoup de conséquences, certes économiques, Bien sûr. puisque c'est environ une dizaine de millions d'euros que l'équipe de France avait gagné en remportant la compétition la fois précédente. Et puis des conséquences sportives. Parce que si l'équipe de France est amenée à évoluer en Ligue B pour la prochaine édition, ça n'est pas du tout des adversaires du même standing. C'est-à-dire qu'on va jouer en Finlande, en Albanie, des pays comme ça, qui méritent évidemment tout notre respect. Mais bon, c'est quand même pas du tout la même compétition. Standing, et donc ça n'est pas le même travail préparatoire. Il y a très peu de matchs amicaux maintenant, par rapport à avant. Donc il y a quand même déjà un vrai enjeu sportif sur les 2 matchs qui arrivent. Et en effet, pour pouvoir préparer la Coupe du Monde dans une ambiance un peu plus sereine, il serait de bon ton qu'on fasse 2 matchs à peu près corrects et qu'on évite une relégation. Donc moi, je pense que c'est très important et qu'il faut se focaliser sur ces 2 matchs, parce que sinon on se tire véritablement une balle dans le pied pour la Coupe du Monde. Moi je pense que l'un peut aller avec l'autre. C'est-à-dire que ces jeunes joueurs qui sont plutôt des joueurs d'équipe C ou D, qui vont être appelés à jouer à cause des nombreuses blessures, ils peuvent se transcender dans l'espoir de peut-être séduire Didier Deschamps pour gagner un petit strapontin dans la liste pour le mondial. Et ça peut rejaillir sur les résultats de l'équipe, mais elle sera quand même diminuée par rapport à son meilleur 11, quoi. Juan José Dorado, votre regard vu d'Espagne, ça veut dire, même si vous êtes à Paris avec nous, sur cette équipe de France? Ma première réflexion, c'est qu'on se pose la question avec une équipe qui est champion du monde et champion en titre de la Nations League. Oui. C'est ma première réflexion. Ça paraît très loin tout ça. À 2 mois d'un mondial, on se pose cette question aujourd'hui en France. Alors, est-ce qu'il faut faire l'impasse sur la compétition, sur la Nations League? Non, effectivement, parce qu'on ne peut pas retrouver l'équipe de France en 12e division européenne. Ça aurait, au-delà de l'impact économique, l'impact social et sportif va être énorme.
Mais en même temps, aujourd'hui, ces 2 matchs doivent servir à préparer l'équipe qui va jouer dans 2 mois les mondiales. Parce qu'effectivement, il y a certainement des cadres qui vont pouvoir revenir. Mais Mais pas pas tous. tous. Ou Certes. parce que physiquement ils ne sont pas au point, ou parce qu'ils sont blessés. Mais la réalité, c'est ça. Donc il va falloir trouver le juste équilibre entre pas être ridicule et sauver la face lors de la Nations League, mais en même temps et surtout préparer ce mondial. On a 2 matchs à préparer, peut-être un 3e match effectivement avant le mondial, mais c'est tout ce qu'on a. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs des joueurs des tauliers qui sont pas là. Et ça par contre, ça fait beaucoup de mal à l'équipe de France. Moi, je suis étonnée Claire quand Arnaud, à même. qui ça peut profiter quels En jeunes fait, je suis joueurs assez peuvent étonnée. Là, il y tracer a leur des route? jeunes joueurs qui sont appelés, oui, mais on ne dit pas que celui qui va remplacer Lucas Digne va être tout de suite titulaire. En fait, il y a d'autres joueurs qui sont derrière l'équipe de France et qui peuvent faire des belles choses. Si je lis un article sur l'équipe de départ probable, on retrouve donc Mike Maignan qui est personnellement, je trouve Ouais, un joueur à ce exceptionnel, poste-là, il n'y a pas de exceptionnel. problème. Les deux sont Pavard, très forts. Koundé, Varane, Klose, Guendouzi, Chouameni, Mendy, Griezmann, Mbappé, Giroud. Moi, je sais pas. Je suis trop optimiste effectivement, ou je suis trop sereine. J'ai pas peur qu'on aille affronter le Danemark ou l'Autriche, quoi. Si avec nos remplaçants, on a peur d'affronter l'Autriche, effectivement, on va pas aller très loin en Coupe du Monde. Et alors, quels jeunes joueurs peuvent espérer gagner leur place là pour le Qatar, Claire Arnaud? Quel jeune joueur peut gagner sa place là? Je pense ça se jouera pas mal en défense, plus qu'ailleurs, et surtout aussi, les milieux aussi, les 2 milieux peuvent aussi tirer des choses, parce que N'Golo Kanté, c'est sûr que Il est sur être une jambe là. compliqué. Pogba, je pense qu'il faut tirer un trait sur lui, sûr. La c'est course là contre où- la montre paraît un petit Ah ouais, peu là, ça va être compliquée à gagner quand même. Entre On le a- physique et le mental, là, à mon avis, ça va être chaud. Mais Juan Rosé pourrait en parler mieux que moi. Je pense que Chouameni est envisagé comme l'option numéro 1 pour un peu reprendre le leadership au milieu devant la défense. Il a déjà une dizaine de sélections. C'est pas c'est pas un bleu, c'est pas un petit nouveau. Mhm. Enfin, on est quand Il même, est- on a mais- quand même à 2 mois de la mais de la voilà. compétition, on est encore à faire des tests. Hein. J'allais C'est dire quand même que très inquiétant, on parce n'a qu'on ne pas- doit plus tester des joueurs, on a- théoriquement, avec, à 2 mois de la compétition. avec on a N'Golo toujours fait des Kanté, tests avant. Hein. Oui, On est c'est-à-dire souvent que arrivé à Patrick Julliard. non, juste, c'est vrai qu'on peut dire, alors oui, en 2018, on a commencé avec Djibril Sidibé et Mendy, on a fini avec Pavard et Lucas Hernandez et on a été champion du monde, certes. Mais les mêmes causes produisent pas toujours les mêmes effets. Et ce qui a marché une fois, c'est pas écrit. Enfin, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Oui, puis le C'est-à-dire côté, que- regardez, Oui, on est mais on champion peut du monde, ça va oui. bien 2 minutes aussi comme On peut, explication. se donner du courage et rester un petit peu optimiste en pensant à ça, mais on peut aussi se dire que Didier Deschamps n'aura pas forcément toujours les planètes qui s'alignent comme en 2018. Donc moi, je suis dans le doute, j'attends de voir. Et les matchs de juin dernier, je me rappelle contre le Danemark, on s'est quand même fait sérieusement jongler. Hein. Donc on va les rejouer une fois, puis on les jouera On au les premier jouera tour aussi, du oui. mondial. la C'est Coupe pas du très Monde. très encourageant. Voilà. Alors, Juan José Dorato, on parlait d'Aurélien Tchouaméni. Bon, lui, ça fait partie des gens qui iront évidemment au Qatar. Bon, au Real Madrid, on dirait qu'il a toujours été là. Donc, si on peut avoir quand même un petit côté positif, enfin, Claire en a plus, mais Non, bon. je suis assez étonnée. Après, c'est un côté un peu très français et médias français. On est toujours hyper négatif avec cette équipe de France avant qu'elle rentre dans la compétition. Moi, je suis sûre qu'on va faire des bonnes choses et que c'est pas une mauvaise chose là que certains se reposent, quoi. Ça serait bien d'avoir Juan une José équipe de Dorado. France avec Mendy en défense, Chouameni, Kamavinga et Benzema en attaque. Donc vous auriez la moitié de l'équipe, Ferland. c'est moitié. Oui, du Juan Ouais, il y aura Rosé, des mais automatismes. du Real Madrid, vous ramenez Koundé si vous voulez de Barcelone, serait et là vous avez formidable. pratiquement une Ouais. équipe qui joue en Espagne. Non, mais c'est vrai que Chouameni, c'est certainement peut-être celui qui a sa place à assurer. C'est l'homme, c'est le joueur qui dans les années à venir va avoir les clés du milieu de terrain de l'équipe de France. Aujourd'hui, il a gagné déjà sa place du côté du Real Madrid. Donc effectivement, là vous avez la possibilité. Mais encore une fois, on est à 2 mois du mondial. On n'a pas à faire des tests à 2 mois du mondial, surtout parce qu'on est obligé de le faire. Parce qu'il y a eu encore une fois les blessures, les méformes physiques, etc. Et puis le cas Pogba, qui est un cas particulier. Mais c'est vrai que quand on regarde en arrière, on voit la France des 98, ce qui s'est passé en 2002.
Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir le retour de bâton de 2018 avec une Nations League qui a été désastreuse jusqu'à aujourd'hui pour l'équipe de France? Et même l'Espagne aussi de 2014, vous vous en rappelez, Juan Rosé? 2010 champion du monde, Voilà. 2014 on est balayé, éliminé. Mais il y a des contre-exemples, c'est l'Italie qui a gagné 2 fois de suite dans les années 30 et le Brésil en 58 et 62. Mais ça date et Mais elle est absente aujourd'hui. les dernières décennies, le vainqueur sortant est plutôt en difficulté globalement. Le Brésil a réussi souvent à atteindre le 2e tour en étant champion en titre, mais il ne l'a jamais emporté depuis les années 60. Donc c'est vrai qu'il faut... Alors après, ça peut aussi, les séries ont une fin. Oui, bien sûr, Mais on peut refaire quelque chose de tout à Il y fait a une différent. montagne à gravir là, il me semble. Est-ce que vous avez des souvenirs, Pauline Gamère, d'une équipe de France aussi perturbée, aussi bien dans la tête que dans les jambes, avant une grande compétition comme la Coupe du Monde? En fait, ce qui est assez perturbant, c'est qu'on dit en effet qu'il est rare qu'une équipe fasse 2 grandes Coupes du Monde d'affilée. Mais on était sûr en 2018 que ça pouvait nous arriver, parce qu'on avait une équipe très jeune. Oui. On avait une équipe qui avait moins de 26 ans de moyenne d'âge, ce qui était très jeune pour gagner une Coupe du Monde. Donc on se disait, c'est le début d'une épopée. L'avenir leur appartient. Exactement. Et ce qui est très perturbant aujourd'hui, c'est qu'on a presque l'impression de se dire c'est la fin d'un cycle. Mais comment en si peu de temps, on a pu se dire c'est une nouvelle génération qui arrive, qui est déjà championne du monde et qui va pouvoir en gagner 2 ou 3, à un moment où on se dit ah ben tiens, parce qu'on parle de la Ligue des Nations, on pourrait parler de l'euro aussi. On peut pas dire qu'on sorte d'un euro très florissant, et auquel on reprochait déjà de ne pas avoir testé Benzema et Mbappé en amont. Donc on est en train de revivre le même scénario. Il y a de ça. C'est-à-dire à quel moment on s'est trompé? Ce qui est compliqué, Merci, c'est que Julia. le calendrier international aujourd'hui ne recèle pratiquement plus de véritables matchs amicaux. Soi-disant, les matchs amicaux, c'est pas bien, ça n'a aucun intérêt, ça passionne pas le public, on peut pas vendre les matchs aux diffuseurs, mais en fait, ça a beaucoup d'utilité pour des sélectionneurs puisqu'ils peuvent, sur des matchs sans aucune pression, tester des combinaisons, changer de système. La Ligue des Nations, c'est un enjeu, mine de rien. Alors, c'est une compétition un peu secondaire entre l'Euro et la Coupe du Monde, mais c'est un enjeu. Donc Didier Deschamps n'a peut-être pas pu, autant qu'il l'aurait fait avec des véritables amicaux, tester et changer. Déjà qu'il est assez conservateur en général, je ne parle pas politiquement, mais dans ses choix, ça ne l'a pas encouragé à innover. Il va être encore une fois obligé, comme en 2018, de bricoler, d'inventer des trucs à quelques semaines d'une compétition. Ça lui a réussi très bien en 2018. On va espérer que ça remarche encore une fois. Quand on est champion du monde, et ça, il faut le comprendre, c'est difficile de tester et d'échanger. Parce que là, on fait confiance à son groupe et on va avec eux jusqu'à la fin. Surtout sur des matchs officiels. Oui. On a fait référence à 98-2002, et on a fait, tu as parlé de l'Espagne 2010-2014. Peut-être qu'il faudrait effectivement avoir amené, déjà en 2016, déjà à l'Euro en France, amener des changements plus importants qui n'ont été faits. Je ne suis pas d'accord non plus sur le fait qu'il faut changer complètement l'équipe. Pas faire ce que l'Espagne a fait à un moment donné avec l'arrivée de Luis Enrique. Il a testé plus de 70 joueurs. Donc on n'a pas non plus une équipe complètement unie parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui repartent. Mais je peux comprendre Didier Deschamps de ne pas avoir changé, mais en même temps, c'était de sa responsabilité justement d'avoir amené d'autres joueurs à partir de 2016 pour accompagner cette équipe qui aujourd'hui est en délicatesse. Alors vous faites beaucoup de références à 2002. En 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on faisait comme si on était déjà champion du monde. Pour une deuxième fois, il y avait le sponsor qui avait un maillot, qui avait fait une pub avec un maillot avec déjà la 2e étoile. Là, au moins, Claire Arnoux, on est tranquille, on n'est pas sur, à part vous, sur un optimisme. Alors, je ne suis pas tranquille, je suis assez étonnée. En fait, les joueurs qui sont blessés, ils vont revenir à un moment donné quand même, avant la Coupe du Monde. Dans quel état et à quel moment, Claire? Ils vont avoir 2 mois pour être en forme. Là, c'est 2 mois d'aujourd'hui. Il y en a qui sont encore en pleine convalescence, qui n'ont pas repris l'entraînement. Je suis un peu étonnée parce qu'on dit oui, on les a pas testés, mais en fait, ils ont déjà joué ensemble, en fait, ces cadres-là. Donc, on sait très bien comment ils jouent ensemble. Didier Deschamps, il les a déjà testés mais plein de fois. Donc, on est en train de s'inquiéter. Solution de repli. Oui, mais on est en train de s'inquiéter sur un truc où, en fait, il y a des joueurs qui savent déjà très bien jouer ensemble, même si ça n'a pas été brillant à l'Euro, d'accord. Ils l'ont déjà fait, c'est vrai. Ouais, ils l'ont déjà fait, quoi. Donc, on sait qu'ils peuvent le refaire. Maintenant, il faut juste qu'ils se reposent, qu'ils arrivent à être en forme le jour J.
Moi, je suis sûre que ça peut être possible. Alors, je ne veux pas être pleine d'optimisme. Effectivement, il y a un risque, mais en fait, il y aurait un risque quoi qu'il arrive. Moi j'ai un petit doute tactique pour finir, c'est que la défense à 3 n'a pas vraiment convaincu, n'a pas montré une solidité à toute épreuve. Et en plus, les joueurs, pour la tester plus avant, parce que c'est un schéma difficile à appréhender pour les joueurs, ne sont pas là. Donc, Peut-être est-ce que qu'on va justement, pas c'est repasser à l'occasion de 4 repasser. Ça, c'est une des vraies questions. Une des nombreuses questions. En tout cas, moi, je vais prendre Claire Arnoux comme coach de vie. Ah ouais, vous voir, avez je suis vu, sûre que ça marche ça bien, va hein. être parfait. Vous allez vous lever avec le sourire. Exactement. Bon, lui, il n'est pas blessé, il est bien à Clairefontaine, c'est même un peu le patron. Je veux parler de Kylian Mbappé. Bien sûr, on va s'intéresser à l'attaquant star des Bleus dans un tout petit instant dans Europe 1 Sport. Europe 1 Sport, Virginie Fulpin. Il est 20h23, Europe 1 Sport au chevet de l'équipe de France de football avant le mondial. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, c'est le 20 novembre, c'est-à-dire dans 2 mois pile entre le Qatar et l'Équateur. On n'en est pas encore là, tant mieux vu l'état de forme des Bleus. Ils ont fait une jolie photo de classe aujourd'hui à Clairefontaine, une photo sous les yeux des sponsors de l'équipe de France. On a échappé de peu au gros couac. Kylian Mbappé ne voulait pas apparaître sur la photo. Hier, il reprochait à la Fédé de refuser de modifier la convention qui lie les joueurs aux sponsors. Finalement, la Fédé s'est engagée à réviser cette convention. Bon, d'abord, pour savoir exactement de quoi on parle, Martin Lange s'est installé en studio. Bonsoir Martin. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors, ce conflit entre Mbappé et la Fédé, c'est quoi ? De quoi parle-t-on ? Eh bien, c'est un conflit autour des droits à l'image, vous l'avez dit, des droits qui rapportent des fortunes aux stars de l'équipe de France. Il y a donc beaucoup d'argent en jeu et au cœur du bras de fer entre Mbappé et Noël Le Graët, il y a une convention signée par tous les joueurs de l'équipe de France, une convention qui régit ces droits à l'image et qui stipule notamment que les Bleus doivent participer aux opérations marketing des partenaires de la fédération. Sauf que parmi ces partenaires, il y en a certains qui ne plaisent pas à Kylian Mbappé. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Non, On en a d'ailleurs, déjà parlé. en mars dernier, Kylian avait déjà refusé de participer à une opération de sponsoring. Des négociations s'étaient enclenchées entre la 3F et le clan Mbappé pour réviser cette fameuse convention. On pensait qu'un accord allait être trouvé, mais lundi, retournement de situation. Noël Le Graët annonce que cette convention ne bougera pas avant la Coupe du Monde, aux grandes dames de Mbappé, qui décide de boycotter cette fameuse séance du lendemain, qui était prévue aujourd'hui. Et il a donc fait plier la Fédé. Oui, juste après cette annonce, Le Graët lui-même s'est déplacé en personne à Clairefontaine pour négocier avec Mbappé. Quelques heures plus tard, la fédération publie un communiqué et annonce une révision de cette convention dans les plus brefs délais. Mbappé a gagné donc et il s'est finalement présenté à la séance photo avec ses partenaires cet après-midi. Mais alors, qu'est-ce qu'il a gagné exactement, Eh ben, Martin ? la convention n'a pas encore été révisée, donc c'est un peu flou. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Mbappé souhaite avoir un droit de regard sur les marques avec lesquelles son nom sera associé. On sait notamment qu'il ne souhaite pas travailler avec des fast-food ou des entreprises de paris sportifs. En revanche, c'est plus flou s'il y a un conflit entre ces marques. Mbappé pourra-t-il se soustraire à ses obligations avec l'équipe de France si un de ses partenaires lui demande ? Réponse avant la Coupe du Monde, on l'espère. Merci beaucoup, Martin. C'est qui le patron ? Ça aussi, c'est une marque qui conviendrait peut-être à Kylian Mbappé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression que c'est un peu lui qui décide, Pauline Gamère. Alors, déjà, il faut remettre dans le contexte, ça arrive à toutes les fédérations, des discussions sur les droits d'image. Et c'est plus ou moins houleux, plus ou moins bien organisé. On se rappelle d'une Danemark qui avait fait grève en 2018 contre la Slovaquie. Et c'était une équipe composée de joueurs amateurs de D3, de D4, de futsal qui s'étaient présentés sur le terrain. Donc ça n'est pas une spécificité française. C'est une négociation qui est faite très souvent en Angleterre. En 2006, elle était leadée par Beckham. En 2018, elle a été leadée par Harry Kane. Donc c'est fréquent que les joueurs majeurs d'une fédération, d'une équipe nationale, aillent discuter avec les fédérations. Ce qui est en effet plus problématique, c'est qu'on a senti que ça tergiversait pendant longtemps, que ça fait des mois et des mois que ça dure, et que ça arrive au final où on sent que la fédération essaie de gagner du temps en disant si on répond pas au téléphone, on va peut-être réussir à passer la Coupe du Monde comme ça, et Mbappé qui le voit pas du tout de cette oreille-là et qui fait comme je l'ai fait sur le dernier rassemblement, je continue à boycotter tant qu'on ne discute pas. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la fédération se dise « Oh, ça va passer ça va passer ». Ben non, ça passe pas. Et c'est plutôt un problème de gestion où, en effet, Mbappé, pour le coup, j'estime pas que c'est un comportement de starlet. Je trouve que c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et solide. Il veut une réponse à un sujet, il attend de l'avoir.
Et plus que le pouvoir de Mbappé, c'est aussi le problème de la fédération qui attend le dernier moment d'être au pied du mur finalement, Patrick Juillard, pour réagir. Le timing n'est pas anodin, c'est-à-dire que je partage tout ce qu'a dit Pauline et c'est un problème qui durait, qui s'était envenimé depuis des mois et voire des années, qui a atteint son stade ultime de pourrissement et qui a été résolu hier, mais le timing n'est pas anodin. C'est au moment où la fédération est déjà confrontée à plusieurs brasiers importants qu'elle s'est dit, on ne va pas avoir encore un autre sujet de débat, un autre sujet pour la une des journaux, on va régler ça, on va arrêter, on va mettre fin au moins à ce problème-là, à ce contentieux-là, parce qu'on est déjà bien chargé par ailleurs. Et je pense que le clan Mbappé, son entourage, ses conseillers, le savaient très bien. Et ils ont très bien manœuvré, et ça, tactiquement, c'est très bien joué. C'était le moment pour faire plier la Fédé, ils l'ont fait. Sur le fond, après, c'est toujours un peu problématique de savoir que c'est parti d'un joueur. Il a rallié à sa cause ensuite les cadres de l'équipe. Oui, il y a eu une parce vraie que discussion. C'est pas un cavalier après, seul de Mbappé, ça c'est sûr, mais c'est parti d'un joueur seul. C'est toujours un peu problématique dans un sport collectif quand un joueur s'érige en interlocuteur quasi unique de la fédération. C'est pas l'esprit du sport, mais après sur la Fédé a beaucoup de tort dans cette histoire. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de charger Mbappé du tout. Mais il n'a pas un peu le rôle de délégué de classe, quoi. Il y a un petit peu de ça, mais sans le dire. C'est-à-dire que oui, il a pris un peu comme on dit, le lead. Il aime bien les sports américains, donc j'emploie un anglicisme. Mais c'est un petit peu ça, mais au départ, c'était plutôt une défense de la marque Mbappé et des valeurs de la marque Mbappé, notamment sur les fast-food, les sodas et tout ça. Mm-hmm. Et puis, il a rallié des joueurs à sa cause parce que je pense qu'il leur a fait aussi comprendre qu'il fallait régler ça avant le mondial pour pas qu'il y ait un dossier de plus qui empoisonne la vie des Bleus avant une Coupe du Monde. Alors, il y a deux choses dans ce que demande Kylian Mbappé. Il y a donc une consultation des joueurs en amont des opérations marketing et puis une participation à des opérations sans contradiction avec les sponsors personnels. Est-ce que ça prête pas un peu à confusion? Parce que qui va considérer que c'est approprié ou pas? Qu'est-ce que de la malbouffe, par exemple? Où est-ce qu'on met le curseur, Claire Arnoux? Ça peut être un peu sujet à confusion. Ouais, mais ça, après, ça va être dans les discussions. Moi, je trouve que c'est totalement choquant et irrespectueux que depuis le mois de mars, où il a déjà boycotté, on ne se soit pas dit si on faisait une petite réunion ou si on passait un petit coup de fil. Je trouve que c'est aberrant. Voilà. Et s'il n'y a pas les affaires de la FFF qui sortent là, je pense que Noël Le Graët reste sur sa ligne en disant non, c'est comme ça et c'est pas autrement. En fait, on a le droit de discuter dans la vie, comme dans tous les métiers. On a le droit de discuter, de faire évoluer les choses, de faire changer les choses. Vous parliez de sport d'équipe. Oui, il y a toujours des leaders dans un sport d'équipe, même dans le football. Il y a toujours des personnes qui sont inspirantes. Je dis pas que la manière de faire est forcément incroyable, mais je trouve que c'est louable. Au début, il le fait pour lui. Après, ça devient le porte-parole de l'équipe et des cadres. Certes, il le fait pour lui, pour ses valeurs. Moi, je trouve que c'est super. On nous dit aujourd'hui de faire attention aux réseaux sociaux, de faire attention à notre image, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à tout. Lui, il veut faire attention, il veut maîtriser sa communication de A à Z. Et on lui dit, en fait, là, non. Une fois que tu es chez les Bleus, c'est plus toi qui choisis. Pour un sportif comme ça, moi, je trouve que c'est bizarre. Et on a d'autres sportifs, alors c'est pas un sport d'équipe, c'est un sport individuel, entre guillemets. Lewis Hamilton, quand le Covid commence et qu'il y a le pic de l'épidémie, il y a le Grand Prix d'Australie, on demande à tous les coureurs, est-ce que vous trouvez que c'est super et tout? Oui, on va faire une super course. Et lui, on lui dit, je trouve ça aberrant qu'on soit là. Résultat, in extremis, pas de Grand Prix. Aucun autre coureur ne l'a fait. Lui, il a pu se permettre de le faire parce qu'il a gagné 7 titres de champion du monde. Évidemment, c'est pas la même chose. Lui, il s'en fiche des sponsors. Lui, il s'en fiche de limite de l'argent. Ce qu'il voit, c'est j'ai pas envie de courir parce qu'il y a une épidémie. Je fais un parallèle qui est peut-être éloigné. Non, mais parce que finalement, Kylian Mbappé, il a cette force-là aussi. Il a pas envie d'associer son image à de la malbouffe. Franchement, pour un sportif de haut niveau, je ne trouve pas ça très choquant. On a eu Cristiano Ronaldo qui a enlevé le coca, les boissons sucrées. Oui, pourquoi vous mettez du soda? On le voit, vous avez vu le nombre d'abdos qu'il a, on ne sait même plus les compter. Il boit que de l'eau, on le sait.
Donc, je trouve ça totalement logique. Juan José Dorado, c'est aussi la Fédé qui pose problème dans cette histoire, qui aurait dû réagir plus tôt pour Je vous. partage tout à fait l'opinion de mes collègues. Effectivement, c'est plutôt un problème qui n'a pas été réglé par la Fédé quand il le fallait. Depuis le mois de mars, la première constatation, c'est qu'on ne s'ennuie pas dans le football français. Vous avez toujours une polémique et toujours au bon moment. Alors, celle-là, je trouve qu'Mbappé, Ça suffit effectivement... de se moquer là maintenant. Non, mais je trouve ça très intéressant parce que tu disais tout à l'heure que dans d'autres pays c'est arrivé, mais pas tellement. Pas tellement. Donc, en Espagne, on ne discute pas de ça, on discute que des primes des joueurs lors d'un mondial, donc d'un euro. Après, les contrats des sponsors avec la fédération, on ne rentre pas. Et je trouve très intéressant qu'il y ait un joueur aujourd'hui qui soit capable d'aller voir sa fédération et dire je ne suis pas du tout d'accord. Alors, il a fait ça, c'est une démarche solitaire, d'accord au début, mais il a rallié tout le monde avec lui et ça a ouvert les yeux de beaucoup de monde. Et je trouve ça très intéressant. Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est la négociation. Après, le fait des sponsors personnels qui ne sont pas en contradiction, etc., ça rentre dans la négociation. On sait parfaitement qu'effectivement, ça sera une question de toute façon des gros sous à la fin. Et tout le monde va gagner. Mais c'est vrai que dans le football français aujourd'hui, les polémiques, vous en savez, vous en connaissez, vous en fabriquez, c'est super. On est au moins champion du monde des polémiques, c'est pas Oui, mal. c'est ça. Pour l'instant, on est encore de moins à être champion du monde de football aussi, pour Aussi. l'instant. Juste une petite question à propos de Kylian Mbappé, un peu à côté. Il s'occupe beaucoup, effectivement, de tous ces problèmes-là extrasportifs. Est-ce que ça lui prend pas trop d'énergie sur ce qu'il donne sur le terrain ensuite ? C'est une question que je me pose. Pauline Gamère, par exemple. Oui, c'est sûr qu'il se met en responsabilité, il se rajoute de lui-même une pression qui est forte. Hein. J'ai envie de dire, les femmes, on connaît ça bien, attention à la charge mentale. Si on le fait, il peut le faire. Hein. Mais si, bien sûr que entre tout ce qu'il a porté lors de sa prolongation à Paris, entre ce qu'il porte encore aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui va avoir 24 ans. On peut en effet s'inquiéter et s'interroger pour tout simplement sa carrière sportive, de prendre cette importance-là hors des terrains. Moi, je pense qu'il est demandeur de ça. Il veut contrôler tous les aspects de son image. Il ne s'engage absolument pas. Tout ça, c'est ce qu'il souhaite. C'est aussi sa conception du sportif, parce qu'il est influencé par le modèle nord-américain. Donc tout ça, je pense qu'il le souhaite. Lui, il se voit un peu comme le Lewis Hamilton du football. C'est-à-dire un sportif tout cela est tout à fait défendable. Je ne critique pas. Après, le risque, effectivement, c'est que ça lui ajoute une pression qui est extra-sportive, en plus de la pression qu'il subit déjà en tant que joueur de foot dans son club et dans la sélection. Donc, il faut qu'il ait les épaules pour gérer tout ça. Je pense qu'il a l'intelligence, il l'a. Ensuite, les épaules et le coffre pour le gérer, c'est autre chose. Il faut être solide. Il a son clan autour de lui. Il est soutenu, c'est sûr. Alors oui, c'est lui qui fait la démarche. Après, Mbappé, c'est aussi la vitrine de tout un clan. Là, il y avait une interview de son avocate aujourd'hui. Il prend pas non plus ses décisions seul. Il est très bien entouré. Il est bien encadré. Son clan. Alors lui, c'est la vitrine, mais je pense qu'il y a derrière toute une réflexion aussi qui est faite pour lui, avec des gens dans lesquels il met beaucoup de confiance. Et l'avocate qui est une avocate choisie par sa mère il y a 7-8 ans, c'est pas du tout une avocate dans le foot. Il y a eu un bon feeling. Maintenant, c'est devenu l'avocate depuis tant d'années. Je pense qu'il y a une confiance, un feeling aussi aux personnes qui l'entourent. C'est Europe 1 Sport, on va continuer de scruter l'équipe de France de football sur Europe 1. Est-ce que c'est la fin d'une ère à la Fédé ? Ça va être notre prochaine question. Europe 1 Sport avec Virginie Fulpin. Et on est toujours avec nos invités, Pauline Gamère, Patrick Julliard, Juan José Dorado et Claire Arnoux. Est-ce que c'est la fin d'une ère à la Fédération française de football ? Je ne sais pas, je me pose la question, parce qu'avec toutes les affaires qui s'accumulent, on ne peut que se poser la question, Patrick Julliard. Oui, on peut se poser la question. Il faut rappeler que Noël Le Graët est reparti pour un tour, alors qu'on pensait à l'époque que peut-être il allait céder le poste. C'était dans la foulée de la Coupe du Monde, donc il y avait un sentiment d'euphorie. Mais déjà, ce mandat a commencé par une sorte de pétition de 14 directeurs de la FFF en 2019, dans les mois qui suivaient la Coupe du Monde, pour dire que l'ambiance était délétère, qu'ils ne pouvaient pas travailler dans ces conditions, et ils critiquaient
le pouvoir personnel de Florence Ardouin, qui était un peu le bras droit de Noël Le Graët. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu venir ces problèmes un petit peu de gouvernance. Et puis il y a eu toutes les révélations faites par l'équipe, avec des noms masqués, puis avec des noms non masqués par notre confrère Romain Molina sur les réseaux sociaux. Donc le déballage est dans SoFoot. Il y a des problèmes d'ordre personnel aussi, avec l'histoire des textos, enfin des manières très déplacées visiblement du président. Ça fait un cocktail un peu explosif. Donc oui, on a l'impression que c'est une fin de règne. En plus, on sait très bien qu'un président de fédé, il est aussi soumis aux résultats sportifs. Et on sait que la Coupe du Monde, selon comment ça tourne, même sans toute cette atmosphère délétère, la Coupe du Monde aurait pu déjà avoir des effets importants sur le fait que Le Graët reste ou parte. Je pense aussi que le fait qu'il ait été à un moment malade et donc assez absent a favorisé aussi parfois certaines dérives. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc tout ça, on l'a un peu vu venir en fait. On l'a un peu vu venir et aujourd'hui on a un peu le résultat de tout cela, quoi. À quel point il est fragilisé, Pauline Gamère? Alors moi, j'entends cette petite musique, on parle de fin d'une ère, mais on entend fin d'un règne. Et attention, pensez que le système actuel, il va se changer d'un coup d'un seul, parce qu'on va enlever un vieux monsieur de 81 ans, c'est la solution de facilité. Quand on lit aujourd'hui l'enquête de SoFoot, quand on lit en effet l'article de Romain Molina, ce qu'on voit, c'est que c'est bien plus qu'un seul homme. C'est tout un système. Oui, voilà, ça, c'est pas du tout une question sur Noël Le Graët, c'est une question sur la fédération c'est la gouvernance, en général, oui. la gouvernance, Mais c'est exactement. pas que les hommes d'ailleurs qui sont visés dans ces accusations-là non plus. Vous aviez hier en plateau Brigitte Henriquez, et je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. C'était à la fois assez terrifiant, puisque d'un côté, elle reconnaît les accusations à l'égard d'Angélique Roujas, puisqu'elle dit en effet que la fédération a décidé de la licencier. Mais elle omet de dire qu'elle a continué à exercer, et non pas au fin fond de l'Amérique du Sud, à 300 km de Paris, à Metz. Et en effet, on décide de la licencier, elle décide de la licencier parce qu'elle estime que ces faits-là sont avérés, mais la fédération laisse cette dame continuer à exercer sur d'autres licenciés de la fédération. Alors pas, certes, les joueuses de l'équipe de France, les joueuses de Metz. Et c'est assez terrifiant parce que dans la même argumentation, elle va dire « Ah oui, vous savez, c'est dur de parler. Moi, j'ai pris en tant qu'ambassadrice de la fédération une personne exceptionnelle, Catherine Moyon-Debec, qui avait été victime et confirmée au tribunal d'harcèlement sexuel. Et elle a été bannie du sport français. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Donc si on résume, on a quelqu'un qui est coupable aux yeux de la fédération d'actes d'harcèlement, qui est toujours en poste et qui continue d'exercer, et une victime qui a été bannie du monde sportif parce qu'elle a parlé. Et on dit qu'il n'y a pas d'omerta. On pense que la solution va se régler en coupant la tête d'un seul homme. Je pense que le problème, il est bien plus profond. Et ça me met en colère. Mais est-ce que, parce que là, le ministère des Sports, donc, qui a diligenté une enquête, Amélie Oudéa-Castéra, qui a eu des mots assez durs en rappelant la Fédération française de football à ses devoirs, est-ce que ça prouve pas que les choses sont peut-être en train de changer aussi, qu'on prend les choses un peu plus à bras-le-corps? Moi, je suis d'accord avec Pauline, je suis un petit peu dans la même colère qu'elle. Le seul truc, et je vois bien, c'est pas le problème d'un seul homme, sauf que c'est un seul homme qui est la vitrine de cette fédé et qui explique quand même dans les pages de l'équipe que quand il ira à son rendez-vous avec la ministre, il dira « tout va bien ». Moi, je me dis, en fait, il se fiche du monde et de tout le monde. Non, on ne peut pas dire que tout va bien quand vous lisez effectivement ce qui est écrit. Alors, je ne sais pas si les faits sont avérés. Pour l'instant, pour l'instant, la Fédé voilà. a porté plainte pour diffamation contre SoFoot notamment, je le précise. Comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je ne dis pas que tout est vrai, mais je pense qu'avec tout ce qu'il y a, ça me paraît bizarre d'être dans un fonctionnement parfait et qu'au final, il y ait tout qui sorte maintenant. Et Pauline l'explique quand même très bien. Il faut... c'est pas la fin d'une ère, c'est moi, j'espère que c'est la fin d'une ère. Voilà. Il a encore 2 ans, lui, à la tête de cette institution, mais il y a aussi des gens qui sont en dessous. Et
moi personnellement, j'espère que si on change de président, on change en fait tout le monde. Parce que à l'intérieur, c'est des guerres internes. C'est elle qui veut pas qu'il y ait de femmes au même niveau parce que c'est un peu chiant d'avoir une femme qui est un petit peu avec du pouvoir aussi. Et puis c'est les soirées. Mais les bras m'en tombent. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais d'accord, bon, on n'a pas été invité aux soirées, visiblement, pour voir ce qui s'y passait. Mais c'est tout qu'il faut changer. Et la fin d'une ère, moi, je l'espère profondément, mais avec le changement de Noël Le Graët, mais avec le changement de tout ce qui se passe à l'intérieur et avoir vraiment une enquête qui est faite et qui montre ce qu'il faut changer et comment il faut fonctionner dans une entreprise pour que ce soit sain. Mais je vais répéter ma question. L'attitude du ministère des Sports est assez forte avec cette enquête qui est menée. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut changer les choses au sein de la gouvernance du football français? Cette enquête va peut-être permettre justement à Noël Le Graët de présenter sa démission et de partir. C'était le mandat des trop. Patrick l'a signalé tout à l'heure. Et quand en interne, on n'est pas capable de démissionner ou de se rendre compte que les choses vont mal, c'est justement au ministère des tutelles de prendre les choses en main. On sait comment ça s'est passé avec la Fédération des sports de glace en France il y a quelques temps. Mhm. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut faire des choses. Donc, à Noël Le Graët de prendre cette décision, de partir, peut-être après le mondial, si les résultats ne sont pas beaux. Mais de toute façon, la question après est de savoir qui, effectivement, Pauline le disait, qui va prendre les rênes de cette fédération, qui va être capable c'est ça, parce de qu'on peut tout pas changer. parler d'un homme, c'est pas Non, ça voilà, le problème. Comme vous disiez, c'est tout un système. Et donc, qui va pouvoir prendre les rênes de cette fédération, qui est quand même une fédération assez importante, ou la plus importante, pour pouvoir remettre tout ça en place et que le football retrouve les lettres de noblesse. Parce que c'est vrai que je parlais en blague des polémiques que vous inventez, mais cette polémique-là est certainement la plus dure, la plus dangereuse aujourd'hui dans le football français. Donc peut-être à Noël Le Graët, après 11 années à la tête de la fédération, de savoir dire au revoir et de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Alors l'équipe de France, la Fédération française de football, le terrain, les affaires, c'est une semaine internationale chargée qui nous occupe. On va prendre un peu de distance aussi pour aller en Espagne, mais pas pour parler de quelque chose de beaucoup plus gai, puisqu'on va parler des problèmes de racisme dans les stades qui refont malheureusement surface. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Sport. Virginie Fulpin. 7 Europe 1 Sport jusqu'à 23h comme tous les soirs. Tiens, puisqu'on parlait des affaires qui polluent le football français, je vais vous toucher un mot de l'affaire Amraoui Diallo. Sachez que Keira Amraoui pourrait faire son retour au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. En tout cas, elle va être réintégrée à l'entraînement alors qu'elle s'entraînait seule depuis le début de la saison. On va maintenant partir en Espagne avec le racisme dans les stades de foot. J'aimerais bien qu'on parle de choses plus gaies, mais bon, voilà. On est dans les affaires. Le racisme dans les stades de foot, on peut en parler dans tous les pays. En Espagne, c'est un problème récurrent. Juan José Dorado, il ressurgit là autour de l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qui s'est passé, d'où est partie la polémique? Alors la polémique, c'est des déclarations de Coque, qui est le capitaine de l'Atlético de Madrid, lors du derby qui s'est joué ce week-end et qui avait signalé quelques jours auparavant que si Vinicius dansait lors d'un but dans le match, ça allait mal se passer. Donc à partir de cette phrase du capitaine de l'Atlético de Madrid, donc il y a eu des supporters qui ont traité de singe Vinicius, et à partir de là, effectivement, il y a eu des débordements aussi bien à l'extérieur du stade avec des pancartes et des cris racistes contre Vinicius, et ça s'est passé à nouveau à l'intérieur du stade, notamment justement quand Vinicius a dansé puisque le Real a gagné ce match. Donc depuis, il y a eu, vous connaissez comment l'Espagne, la presse sportive espagnole parfois dérape, souvent aussi, il y a eu des dérapages parmi mes confrères, avec des commentaires dans des émissions de télé ou des émissions de radio. Est-ce que c'est un dérapage? Alors, c'est un semi-dérapage, enfin, c'est un dérapage, on va laisser en tant que dérapage, parce que c'est vrai qu'on a quand même l'obligation de faire attention à ce qu'on dit, quand on est à la radio, quand on est à la télévision, quand on écrit dans les journaux. Et cette obligation n'a pas été respectée par un certain nombre des collègues qui ont traité des singes aussi Vinicius, même si c'est une expression qui est très utilisée
dans le langage espagnol de toute la vie. Mais bon, il faut faire attention. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'Atlético de Madrid vient d'annoncer qu'il a diligenté une enquête pour expulser du club les supporters qui auraient crié. Le seul problème, c'est qu'il faut les identifier. Et c'est un problème récurrent dans le football espagnol. Il y a eu des enquêtes, la police a fait des enquêtes. On a trouvé un certain nombre à un moment donné. Mais pour l'instant, on ne connaît pas qui sont les responsables. Donc, on a banni les pancartes des stades. Ça, on a réussi à le faire ces dernières années. Mais les attitudes, entre guillemets, individuelles, on a vraiment du mal à les trouver. Alors, est-ce qu'on est au même niveau que l'Italie? Parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de l'Italie. Je ne pense pas qu'on soit à même niveau, mais de toute façon, un dérapage, 2 dérapages, 3 dérapages, peu importe, c'est impardonnable et ça ne doit pas se voir dans un stade de foot. J'espère qu'effectivement, l'Atlético Madrid va prendre des sanctions contre ses supporters et que la justice espagnole, par ailleurs, fera le nécessaire pour retrouver les supporters qui ont proféré des cris contre Vinicius, des cris racistes. Mais notamment à l'Atlético, c'est quand même pas une première. Il y a eu de nombreuses choses. Je pense notamment l'an dernier, il y avait eu des saluts nazis lors du quart de finale en Ligue des Champions contre Manchester City. Donc, est-ce qu'on traite ce problème sérieusement ou pas assez? Non. On le traite sérieusement. Le seul problème, c'est qu'il y a un problème de loi. C'est tout simplement. C'est qu'on ne peut pas punir le club du moment où on ne peut pas prouver qu'il a mis un local à disposition pour garder, par exemple, des pancartes. Ça, on ne le fait plus en Espagne, c'est pour ça qu'on les a bannis des stades. Le problème, c'est identifier la personne. Maintenant, est-ce que les clubs, un certain nombre de clubs, et vous faites allusion à l'Atlético de Madrid, et c'est vrai, c'est récurrent du côté d'un certain groupe à l'Atlético de Madrid, ne fait peut-être pas assez des choses pour lutter contre ça. J'espère que le cas Vinicius aujourd'hui va permettre effectivement à la justice et à l'Atlético de Madrid de prendre conscience qu'on ne peut pas laisser faire. Parce que les sanctions économiques sont irrisoires quand elles existent, qui n'est pas tout le temps le cas. Et c'est vrai que ce problème-là, on a laissé filer pendant un certain temps, mais aujourd'hui ça devient impossible. Et le cas Vinicius, encore une fois, ça montre à quel point le football espagnol, mais pas que le football espagnol, mais non, le bien football sûr que espagnol, non, là c'était un exemple. Aujourd'hui est gangréné aussi par un certain nombre de supporters, ce sont des minorités, mais qui font beaucoup de bruit, et sont ceux qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, et ceux qui crient dès qu'ils le peuvent contre effectivement des joueurs tels que Vinicius. Mais alors ce cas Vinicius qui a été très médiatisé, justement, ça peut être aussi le point de départ d'une vraie prise de conscience, Pauline Gamère, parce que là, jusqu'à présent, c'est vrai que... Alors, attention aux mots, parce que moi, quand j'entends dérapage, quand on parle de racisme, c'est du délit. Oui. On est sur quelque chose de beaucoup plus grave pour moi. Et ce qui est malheureux en Espagne, c'est que c'est médiatisé, mais beaucoup de cas ont été médiatisés. Que ça soit Inaki Williams, il y a quelques années, que ça soit Diakabi, il n'y a pas longtemps, un capot, même Dani Alves, à qui on jetait des bananes et qui le prenaient avec un certain les cas sont nombreux, certain humour en mangeant la banane et en la jetant. Ça veut dire que souvent ça a été médiatisé, le journal Marca a déjà titré sur le racisme, ça suffit, et que malgré tout, en fait, ça revient, il y a un certain outrage médiatique, etc. Et puis ça revient parce que les sanctions, elles sont pas là. Et malheureusement, l'indignation médiatique ne remplacera jamais les sanctions. Mais comment ça se fait qu'on continue de jouer en fait un match comme ça? Moi, je suis atterrée. On arrête le match, c'est-à-dire qu'on traite quelqu'un de singe, on fait le singe, on lui balance des bananes, on arrête le match, on arrête de jouer. Quand on a c'est-à-dire que c'est encore les joueurs qui doivent prendre la décision d'arrêter le match. Mais non, mais c'est les coachs, c'est les arbitres, c'est tout le monde en fait. Oui, mais je suis désolée, quand on a là le coach de l'Atlético Madrid qui dit va lui casser les jambes, l'autre coquet qui balance dans la presse fais pas ta danse et tout ça, je suis désolée, c'est de mettre de l'huile sur le feu, Simeone, même si c'est pas vient quand même du racisme. Moi je suis désolée, non. Des milieux très durs du foot argentin. Mais c'est inadmissible, on n'accepte pas le racisme, ni dans un stade, ni sur un plateau de télé, parce que confrère ou pas confrère, dérapage ou pas dérapage, peut-être que c'est une expression pour dire on fait l'imbécile, de dire on fait le singe, sauf qu'aujourd'hui, en 2022, quand on dit il a fait le singe, on sait très très bien ce que ça veut dire quand on parle d'une personne qui a une peau de couleur noire. Alors, donc Claire, moi je suis pas d'accord du tout, faut arrêter. On arrête d'être laxiste là-dessus. On enlève les en France, il faut plus d'insultes homophobes, il faut plus d'insultes sexistes, il faut plus de racisme. On fait ça pareil en Espagne. Pourquoi pas ?
Non, Mais c'est-à-dire que là, c'est- ça doit venir des joueurs ou des mais instances. justement, moi Patrick Julliard. qui traite beaucoup le football africain et qui parle beaucoup avec des internationaux donc noirs, quand on leur dit pourquoi vous quittez pas le terrain quand il y a un de vos copains qui se fait insulter, mais ils vous répondent on est là pour jouer un match et c'est sur le terrain qu'on va répondre. C'est ce qu'ils vous disent. Moi, je dis pas que c'est bien, mais penser que des sportifs vont arrêter de faire leur métier, même dans ces cas-là, me paraît compliqué. Alors, le cas Diakaby est différent parce que Il a quitté Diakaby, le terrain. il a quitté le terrain, mais Bah parce oui. qu'il a été insulté par un adversaire Par un sur le adversaire. terrain, pas Ouais. par un pauvre type dans les tribunes. Ce Mais qui est quand l'adversaire même sur 100 le- fois pire. Sur l'adversaire sur le terrain, c'est son coach qui doit le retirer, comme Wayne Rooney l'a fait Tout à avec fait. DC United, où il a pris son joueur, qui a traité Oui. de nègre un joueur adverse de l'Inter Miami. Derrière, il y a eu une grosse discussion. Il a pris son joueur Oui. et lui a dit maintenant, tu sors du terrain. Sauf Voilà. qu'a été dit à la fin, Juan José Dorado. pas dénoncé pendant les matchs et pas prouvé parce que c'est un cas clair où la justice n'a pas pu prouver que ses propos avaient été tenus. Donc c'était la déclaration de l'un contre la déclaration de l'autre. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut être intraitable là-dessus et peut-être qu'il faut arrêter Et les puis matchs. surtout, il y a un autre problème, c'est qu'on dit ce sont des gens isolés. Alors c'est vrai que c'est pas sur 60 000, il n'y a pas 60 000 personnes qui font des saluts nazis ou des cris de Oui. singe. Mais s'ils sont isolés, on peut quand même. Les clubs doivent se rapprocher des organisations de supporters et trouver ces gens-là et les sortir, quoi. Et les interdire de stade. Il faut des sanctions individuelles très sévères, leur dire d'aller pointer au commissariat les jours de match, pendant les matchs. Comme ça, le problème est réglé. Si en Angleterre, Si on ne le fait pas, ça va continuer parce que ceux qui seront sous la menace, qui savent qu'ils ont été filmés, ils vont se calmer, mais c'est les mecs d'à côté qui vont le faire à leur place. Donc, je pense que si on ne prend pas des sanctions claires contre les individus coupables de ces gestes et de ces cris, ça va continuer, malheureusement. Mais c'est un Donc- travail des clubs aussi, pas juste des Oui, joueurs. c'est des lors clubs qui d'un- doivent d'un aussi match comme ça. parler à leurs associations, à leurs socios ou leurs associations d'ultra et leur dire bon, faites le ménage, sinon on va le faire avec la police, quoi, c'est tout. Les clubs doivent le savoir. mais si en Angleterre on a réussi à ne plus avoir de hooligans, je ne verrais pas pourquoi on ne réussirait pas à Oui, ne là, plus c'est avoir de moins grave racistes que en fait. enfin, c'est moins grave, c'est moins violent en tout cas que Ah, ne vous l'était le trouvez hooliganisme moins grave. anglais. Moi, Non, je trouve ça je hyper sais pas. violent en fait. Je trouve violence ça très physique, hein, je violent. parle. Ouais, mais je trouve ça très violent de lancer une banane sur un terrain. Oui, alors- oui, enfin, je- moi, je n'en ai jamais reçu, mais Je j'ai voulais pas envie pas d'en recevoir. relativiser. Moi, je parlais de violence, le hooliganisme. Il y avait des blessés et des morts. Là, c'est encore autre chose. Merci beaucoup à tous les quatre, Juan José Dorado, Claire Arnoux, Patrick Julliard et Pauline Gamère d'avoir participé à Europe 1 Sport ce soir. Je vous promets qu'on parlera de foot à un moment, de ballon, des trucs comme ça, c'est sûr. On va se retrouver très vite. Vous êtes ici chez vous. Dans la prochaine heure, dans Europe 1 Sport, on va parler rugby avec La Rochelle, avec Mathieu Bassaro à Toulon, avec les blessés du 15 de France et puis... la justice et les réquisitions d'un an de prison ferme contre Bernard Laporte de la part du parquet financier. Il sera aussi question de tennis avec la pauvre Coupe Davis et l'adieu à Roger Federer qui se profile. On va aussi feuilleter notre album Souvenir tous les soirs de la semaine. Un grand champion se souvient des belles choses avec Jacques Vendroux. Et ce soir, c'est Brahim Asloum. Europe 1 Sport. Virginie Fulpin.